Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur ce podcast, votre rendez-vous qui passe en revue l'actualité africaine du moment. Au menu ce jour, présidentielle au Sénégal. 25 février 2024, c'est la date retenue pour ce grand rendez-vous démocratique au pays de la Teranga, auquel, faut-il le rappeler, le président sortant Macky Sall ne sera pas candidat. En un de l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo, où en est-on de l'enquête? Supposée tentative de déstabilisation au Burkina Faso, le gouvernement de transition dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré dit avoir déjoué une énième tentative, la 4e donc en un peu plus d'une année. Nous avons Baptiste Heinz. Baptiste est né à Strasbourg en Alsace. Il y suit des études de droit, d'anthropologie, puis de sciences politiques en parallèle d'un engagement politique qui débutera dès le lycée dans les manifestations de l'après-élection présidentielle française de 2002. Il prend ensuite des responsabilités dans les syndicats et organisations politiques de jeunesse, jusqu'à être élu conseiller municipal socialiste une première fois en 2008. Il participe activement à la présidentielle de 2012, puis est réélu conseiller municipal en 2014. En 2016, il s'installe à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il travaille comme collaborateur politique d'un ministre ivoirien pendant 5 ans. Il quitte le cabinet ministériel en 2021 suite à son élection au mandat de conseiller des Français de l'étranger au Conseil consulaire de Côte d'Ivoire et du Libéria. Il est élu quelques mois plus tard à l'Assemblée des Français de l'étranger et fonde la même année 2 entreprises en Côte d'Ivoire ainsi que le réseau cosmopolitain, en commençant par sa section abidjanaise, le club Paris-Babi. Bienvenue Baptiste ce soir pour ce podcast. Merci beaucoup pour cette invitation à toi, merci beaucoup et heureux d'être avec vous. Merci. Sans plus tarder, on va aborder le premier sujet de la soirée, donc c'est la présidentielle au Sénégal. Un peu plus d'un mois avant le scrutin présidentiel au Sénégal, pays ayant une longue tradition d'alternance pacifique en Afrique. Quelques grabuges néanmoins pour cette élection de 2024, avec les émeutes enregistrées dans le cadre de ce qu'il convient peut-être aujourd'hui d'appeler l'affaire Sonko. Quel regard général portez-vous sur le déroulement des événements préélectoraux dans ce pays d'Afrique de l'Ouest? Je pense que c'est extrêmement regrettable de voir ce qui se passe au Sénégal. Comme tu le rappelais, Emmanuel, le Sénégal a une tradition démocratique qui était pratiquement vue comme un exemple, salué par pratiquement tous les pays, tous les grands pays développés comme les États-Unis, la France, etc. Donc, aujourd'hui, quand on regarde un peu cette transition-là qui marque la fin du mandat de Macky Sall, je trouve cela vraiment regrettable qu'on en arrive là. D'autant plus que même si on avait eu quelques remous lors de l'élection de Macky Sall avec Abdoulaye Wade, finalement la transition a pu se faire sans trop de difficultés et cela s'est déroulé dans une ambiance particulièrement apaisée. Donc quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est regrettable. En ce qui concerne l'affaire Sonko, alors moi j'avoue que je ne comprends pas trop la réaction et les décisions du Conseil constitutionnel qui a rejeté la candidature de Sonko pour insuffisance de pièces dans son dossier, d'autant plus que ce dernier, on le sait, est empêché, est en prison, et surtout quand on sait que la Cour suprême a fait injonction, n'est-ce pas, à la Direction générale des élections, ce qu'on appelle la DGE, donc au Sénégal, de remettre des fiches de parrainage à Ousmane Sonko, au représentant de Ousmane Sonko. On sait que cela lui a été refusé. On ne sait pas pour quelle raison. Donc, il y a quand même une forme d'arrangement aussi du camp, j'allais dire Macky Sall, mais peut-être pas directement, enfin indirectement à travers les administrations avec aussi les décisions de justice. Et ça, c'est regrettable. Surtout que sur le fond, Sonko, pour les affaires pour lesquelles il a été normalement accusé, on finit sous forme dans un jugement complètement surréaliste, puisqu'on se rappelle qu'il avait été accusé de viol, ce qui est une accusation très grave et qu'il méritait une sanction sévère
si cela était confirmé, cela a été requalifié de corruption de la jeunesse. On n'a pas compris trop ce qui s'est passé. Après, il y a l'histoire avec le ministre du Tourisme, dont j'oublie le nom. Donc voilà, là, on peut clairement, je pense qu'aujourd'hui, sans trop prendre trop de risques, on peut néanmoins dire qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être, une volonté du clan Macky Sall, n'est-ce pas, d'éclipser cet opposant-là. Et je ne saurais dire les raisons, mais en tout cas, on constate qu'il fait quand même l'objet d'une forme de machination. Je pense qu'on peut le dire quand on voit un peu. Et c'est regrettable. Même si au final, il y a l'un de ses collaborateurs, Bachirou en l'occurrence, dont la candidature est validée et qui est aussi en prison, on peut clairement, je pense, se poser des questions aujourd'hui sur la crédibilité de ce processus électoral-là. Et moi, je le regrette. Je le regrette pour un pays comme le Sénégal qui faisait figure d'autorité, figure d'exemple dans la sous-région lorsqu'on parle de processus démocratique. Et donc, pour poursuivre sur la question d'Ousmane Sonko, alors sa situation actuelle, je l'ai dit, je pense que sans prendre trop de risques, évidemment, on pourrait penser qu'il fait l'objet quand même d'une forme de machination, parce qu'on se rappelle que depuis le début, son parcours n'a pas du tout été facile. Il faut rappeler que Ousmane Sonko, à la base, c'est un dissident, c'est un haut cadre, un haut fonctionnaire de l'administration des impôts qui a démissionné pour dénoncer des actes de corruption, de favoritisme, etc. dans la justice. Et donc, depuis lors, sa situation n'a jamais été facile au Sénégal. Alors, est-ce que cela justifie aujourd'hui sa situation à telle? Je n'en sais rien, mais il est évident que, en tout cas d'un point de vue judiciaire, il a eu pas mal de victoires, notamment avec la Cour constitutionnelle, etc. Avant la Cour constitutionnelle, il y a eu la décision du juge de Ziguinchor qui a exigé sa réinscription sur la liste électorale. Tout cela n'a pas été fait. Il a été conduit en prison après une altercation qu'il a eue avec des gendarmes aux alentours de sa résidence. Et moi, je trouve ça dommage, en fait. Je pense que Macky Sall aurait mieux fait de garantir un processus électoral crédible en permettant à tous de pouvoir participer à ces élections-là. Cela n'a pas été fait. On peut le regretter. En ce qui concerne le numéro 2 du PASTEF, comme je le disais tout à l'heure, Bassirou Diomaye Faye, qui est donc candidat, honnêtement, je ne sais pas s'il pourra convaincre les électeurs. Enfin, je ne sais pas s'il a l'aura de Ousmane Sonko, parce qu'il est clair que au-delà du parti, donc qui est le PASTEF, Ousmane Sonko en lui-même incarne quelque chose aujourd'hui au Sénégal, dans la jeunesse. Alors, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut critiquer, on peut même émettre des réserves sur les idéologies qu'il défend de façon totalement légitime. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il incarne quelque chose dans le Sénégal. Il est évident que sa voix porte dans la jeunesse. Et donc, je ne suis pas certain qu'on puisse remplacer un tel personnage politique. Il a construit un capital politique par son parcours, par son histoire personnelle, par ses engagements, par ses décisions. Je le rappelais tout à l'heure, sa décision notamment au niveau du service des impôts, qu'il a été viré. Donc voilà, tout ça fait que je ne crois pas que ce capital politique-là puisse être remplacé par une personne, soit-il le numéro 2 du PASTEF. Donc moi, je suis très sceptique sur l'avenir de Bassirou dans ces élections-là. En ce qui concerne Karim Wade, alors, je crois savoir qu'ils ont rejeté sa candidature au motif qu'il aurait eu un problème de calendrier sur sa déclaration en ce qui concerne sa rénonciation à sa nationalité française. Alors, moi, je ne me prononcerai pas sur le fond, d'autant plus que je ne peux pas parler au nom du Conseil constitutionnel sénégalais. Mais il est clair qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème, je le disais tout à l'heure, notamment au regard du contexte actuel et notamment de cette suspicion généralisée sur de nombreuses personnalités politiques, de faire ou pas l'affaire de pays étrangers. Je trouve qu'il a pris un sérieux risque à peut-être ne pas s'y prendre tôt et à peut-être déclarer au dernier moment cette situation avec sa nationalité française.
Cela dit, est-ce qu'il avait des chances de menacer les équilibres dans cette élection-là? Je n'en sais rien. Je pense qu'il porte un nom qui a quand même une résonance particulière au Sénégal, Abdoulaye Wade, qui a été un président que je pense les Sénégalais ont aimé apprécier à juste titre. Il n'empêche que grandir dans l'ombre et dans les pas du père, c'est très souvent pas facile, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, la transition avec le père n'a pas été totalement pacifique, même si au final on a eu une passation de pouvoir assez apaisée. Mais il n'empêche que Macky Sall, qui est aujourd'hui au pouvoir, avait eu des difficultés avec le Wade père. Donc Karim Wade, pour moi, est un peu victime à la fois de son patronyme et aussi de cette difficulté-là liée à sa double nationalité. Je ne connais pas la constitution du Sénégal en l'occurrence, mais je ne suis pas sûr que pour autant il aurait pu menacer les équilibres dans cette élection-là. Maintenant, pour revenir sur le cas d'Amadou Ba, alors moi, il me fait penser à Amadou Ba, à feu Amadou Gon Coulibaly en Côte d'Ivoire. Je le dis avec évidemment beaucoup de respect. Pourquoi je fais cette comparaison? Parce qu'on remarque que dans la plupart des pays africains, le plus souvent, les personnalités qui sont au pouvoir ne permettent pas ou ne favorisent pas l'émergence d'autres cadres au sein de leur parti. Et ça, c'est un peu regrettable. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent avec eux grandissent parfois dans l'ombre. Et quand l'heure de la transition, quand l'heure de la transmission arrive, ils se retrouvent en difficulté. Alors, Amadou Ba a certes été ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre de Macky Sall. Pour autant, j'ai du mal à cerner sa popularité. Et on l'a vu que quand il a été désigné, d'ailleurs, tu le rappelais à juste titre, cela n'a pas fait l'unanimité dans son camp. Je ne sais pas pourquoi Macky Sall a fait ce choix, je ne sais pas ce qui motive ces choix, mais on imagine qu'il bénéficie, n'est-ce pas, du soutien de cet appareil qui est donc la coalition qui soutient Macky Sall. Et parfois, les appareils politiques jouent un rôle important dans la promotion des personnalités. Donc, je suppose que si ce choix a été fait par Macky Sall, c'est aussi pour s'appuyer justement sur cet appareil politique qu'il a constitué. Alors, est-ce qu'il a des chances? Peut-être oui. Et dans tous les cas, aujourd'hui, quand on regarde, moi, je pense que le premier challenger de ces élections, c'était de toute évidence Ousmane Sonko. Une fois qu'on l'a retiré, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui menacent sérieusement une élection du candidat du camp de Macky Sall? Je n'en suis pas sûr. Donc, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, il est clair que Amadou Ba va devoir faire ses armes. Il va devoir parler je le disais tout à l'heure, à cette jeunesse sénégalaise-là qui, de toute évidence, a d'autres aspirations, qui, on le voit notamment avec les manifestations récentes, demandent plus de transparence démocratique. Donc on verra s'il arrive à convaincre dans la campagne qui se profile. Sur Idrissa Seck, je pense que alors c'est quelqu'un qui a eu à peu près 20% aux dernières élections. Ça faisait de lui un candidat sérieux. Il n'empêche que moi, je crois qu'il y a eu quand même une forme d'usure, parce que depuis lors, on ne l'a pas senti. Je pense qu'il s'est reposé un peu sur ses lauriers. Et quand on sait que quelque part, il est un peu comptable, on va dire, parce qu'il a travaillé quand même avec Macky Sall, même si après, ils se sont fâchés. Mais aujourd'hui, quand on prend le camp Macky Sall, notamment avec Amadou Ba comme candidat, et d'un autre côté, les partisans d'Ousmane Sonko, je ne suis pas certain qu'il puisse trouver son chemin entre ces deux blocs-là. Je pense que il y a quand même une grande polarisation aujourd'hui des opinions, des positions et des camps au Sénégal. Donc, j'ai du mal à voir un peu dans ces positionnements-là le chemin pour un candidat comme Idrissa Seck. Il n'empêche que si sa base qui a été consolidée aux dernières élections se mobilise et surtout
je pense, à ce stade, s'il arrive à capitaliser sur ses désaccords avec Macky Sall et donc à s'adresser au camp Sonko, il pourrait peut-être, dans l'hypothèse, n'est-ce pas, il pourrait peut-être faire un sérieux challenger à Amadouba. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne Amadouba, on verra comment les discours vont se structurer dans la campagne qui se profile. Donc, on va passer à présent au second sujet de cette soirée. Donc, il s'agit de l'an 1 de l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Embouteillage, c'était le nom de la célèbre émission radiophonique de Martinez Zogo sur Amplitude FM. Journaliste très critique sur la question de la gestion des fonds publics. Il a été enlevé le 17 janvier 2023 alors qu'il rentre chez lui par des hommes encagoulés et retrouvé mort le 22 janvier 2023, complètement nu, le corps mutilé. C'est un choc à la fois dans le monde de la presse et au-delà, que ce soit dans son pays, le Cameroun, comme à l'international. Quelle lecture faites-vous de cet incident dans le contexte du Cameroun, mais aussi à l'échelle africaine, hein? Donc, on parle encore une fois de la situation de la presse. Est-ce que Baptiste peut se prononcer sur cette question? Sur l'affaire de Martinez Zongo, il faut d'abord regretter qu'un journaliste puisse être assassiné de cette façon-là dans l'exercice de son travail, dans l'exercice de son métier. C'est toujours regrettable et il faut systématiquement condamner ce genre d'acte. Il n'empêche que sans toutefois, bien évidemment, expliquer cela et sans toutefois jouer les enquêteurs, parce que évidemment il y a une enquête judiciaire qui est en cours en ce moment au Cameroun, il me semble quand même intéressant de rappeler le contexte dans lequel se déroule cette affaire-là. Paul Biya, qui est sans doute, en tout cas, je pense que la majorité de la classe politique au Cameroun l'espère, en train de passer ses derniers moments au pouvoir, c'est-à-dire qu'il pourrait probablement passer la main. Certains parlent de l'un de ses fils ou même certains dans son clan. Donc vous avez compris qu'il y a quelque part une guerre de succession en sourdine qui se déroule dans le clan Biya. Et dans cette guerre de succession-là, vous avez plusieurs clans qui s'affrontent, des clans donc qui parfois sont affiliés à des hommes d'affaires. Donc c'est par exemple le cas de ce principal suspect dans l'affaire, Jean-Pierre Mungu Belinga, qui est cité dans cette affaire, qui, selon plusieurs articles de presse, aurait des liens très haut placés avec notamment le pouvoir de Paul Biya. Et donc cette situation-là fait que lorsque Martinez Zongo, qui fait son boulot, encore une fois, il faut le rappeler, il fait son boulot. Il crée il dirige cette radio-là et il publie des informations. Il dénonce l'affairisme, il dénonce la corruption, il dénonce la collusion qu'il y a entre ce monsieur-là, Jean-Pierre Mungu Belinga, et des proches du pouvoir. Faut savoir que quelques jours avant son décès, il s'était rendu lui-même au sein de la gendarmerie, dans un poste de gendarmerie, pour aller demander de la protection, pour demander à ce qu'il soit protégé, parce qu'il savait qu'il était suivi, parce qu'il savait qu'il était écouté, que tous ses déplacements étaient suivis, ce qui n'a pas été fait visiblement. Et donc il se retrouve dans cette situation où quelque part il ne fait pas les affaires, comme on lui dit, il ne fait pas les affaires d'un clan, donc en l'occurrence le clan Belinga avec ses relais dans le pouvoir, et il se retrouve pris dans cet engrenage. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi ce monsieur il n'est pas soutenu alors même qu'il demande de façon très explicite à être protégé parce qu'il se sent menacé. Bon, ce qui devrait arriver malheureusement arriva, il a été kidnappé, il a été assassiné. Donc tout ça pour dire quoi? Moi j'ai envie de dire que malheureusement, et encore une fois en faisant son travail de journaliste, M. Martinez Zongo s'est retrouvé pris dans des jeux de guerre au sein du clan Biya, qui fait que aujourd'hui, quand on lit les conclusions, en tout cas qui sont publiées par des journalistes dans la presse de l'avancement de l'enquête, on découvre que, alors avant qu'il ne soit assassiné, apparemment certains hauts placés au niveau de l'administration avait été informé de son arrestation. En tout cas, la justice nous dira au final ce qui adviendra. Mais on peut aisément aujourd'hui, sans risque de se tromper, dire qu'il a été pris en faisant son travail dans un engrenage de pouvoir. Il a été pris dans des logiques de pouvoir et de forces qui s'affrontaient,
qui font que finalement, il se retrouve assassiné aussi lâchement alors qu'il faisait juste son métier. Donc, la lecture qu'on peut faire de ça, c'est la nécessité aujourd'hui de garantir la protection des journalistes, la protection de ceux-là qui informent la population. Et il me semble que quand on voit comment l'affaire, parce que dès le départ, il y a eu une grande fermeté quand même, il faut le rappeler, hein, il y a eu des déclarations très fermes de la part du gouvernement, d'une partie de l'armée, donc la direction des renseignements extérieurs, qui a pris en main l'enquête. Donc, je pense que quelque part, il y a une volonté aussi de la part du pouvoir de pousser l'enquête pour essayer de trouver dans son sein ce qu'on pourra appeler des brebis galeuses qui ont participé à cette affaire-là. Donc, voilà, il y a une nécessité aujourd'hui à protéger les journalistes et cette affaire nous le prouve encore une fois. Donc, il va de soi que, évidemment, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est une affaire qui est assez tentaculaire, qui implique des personnalités de haut rang qui ne sont pas des moindres. Donc, si l'enquête piétine aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les intérêts qui sont en jeu sont énormes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des articles de presse qui évoquent une potentielle, c'est une hypothèse, qui évoque une potentielle implication du ministre de la Justice. Donc, vous imaginez si dans une affaire judiciaire, il y a potentiellement une implication du ministre de la Justice, ça peut vraiment compromettre la crédibilité et la sincérité du processus de l'enquête. Donc, si l'enquête piétine aujourd'hui, c'est parce que dans cette affaire-là, il y a des noms assez importants qui sont impliqués et qu'il va falloir faire très attention aussi pour ne pas, je pense, imploser le camp Biya. C'est peut-être la raison pour laquelle l'affaire piétine. Et donc, pour répondre à la question suivante, vous avez vu que, justement, la justice, sinon le gouvernement camerounais, a décidé de nommer un nouveau juge d'instruction. Donc, ce nouveau juge d'instruction, il vient pour combler les défaillances qui ont été observées dans la précédente enquête. Et on peut donc peut-être penser que il y a une volonté, comme je le disais, il y a quand même peut-être une volonté de la part du gouvernement de Paul Biya de pousser les choses loin. Il n'empêche que quand vous avez une affaire dans laquelle, peut-être même au niveau de l'armée, parce que, encore une fois, j'ai rappelé tout à l'heure qu'avant son décès, M. Martinez s'était rendu dans un camp de gendarmerie, dans un poste de gendarmerie pour demander la protection, ce qui n'a pas été fait. On peut là aussi s'interroger sur l'intérêt, pourquoi on n'accorde pas une protection policière ou armée à un monsieur qui objectivement est menacé. Donc quand vous avez une affaire aussi tentaculaire, il est évident que ça implique beaucoup de hauts responsables qui peuvent peut-être agir dans l'intérêt de se protéger eux-mêmes, ce qui fait que l'enquête petite. Néanmoins, étant donné qu'un nouveau juge d'instruction a été nommé sur l'affaire, je pense qu'on peut toujours espérer, et il faut d'ailleurs espérer parce qu'il faut que la justice soit faite sur cette affaire. Donc, pour l'instant, on va suivre cela de près et voir dans quelle mesure ce nouveau juge-là va changer le cours de cette enquête-là. Maintenant, pour revenir sur le Burkina Faso. Alors, je pense qu'il faut quand même essayer d'être un peu plus objectif et dire que la récente information qui a été communiquée par les autorités burkinabées relative donc à la tentative de déstabilisation. En tout cas, moi, j'ai lu un article du Jeune Afrique, une enquête assez longue du Jeune Afrique qui confirme ces faits-là. Jeune Afrique explique que dans une enquête qui a été menée d'ailleurs par la police ivoirienne, par les renseignements ivoiriens pour essayer de trouver l'identité qui se cachait derrière un compte Twitter, donc X maintenant, qui s'appelait Gauthier Pasquet. Donc cet article Jeune Afrique révèle que dans le prolongement de cette enquête-là, la police ivoirienne a découvert que derrière ce profil se cachait un jeune activiste ivoirien qui est par ailleurs aux arrêts actuellement et qu'il était impliqué dans un projet de déstabilisation du Burkina Faso, dans lequel un homme comme M. Djibril Bassoulé, qui on le rappelle quand même a été un haut responsable burkinabé, a dirigé quelque temps la diplomatie burkinabé et même les instances de la CEDEAO étaient impliquées.
Et donc, la police ivoirienne aurait transmis cette information-là aux autorités burkinabées, donc l'administration de M. Ibrahim Traoré. Et donc, le projet de déstabilisation, en tout cas, est confirmé, comme je l'ai dit, par des enquêtes journalistiques. J'ai cité Jeune Afrique tout à l'heure, je le cite nommément parce que j'ai lu l'article et parce que l'article est disponible sur le site de Jeune Afrique. Après, est-ce que ça veut dire que cela n'est pas instrumentalisé par le pouvoir en place qui a quand même un besoin de se légitimer, un besoin d'expliquer aux populations sa légitimité et l'intérêt à être là? Ça, je n'en sais rien, mais il est évident que la tentative, l'information selon laquelle il y a eu une tentative de déstabilisation du pouvoir d'Ibrahima Traoré, elle est attestée par des enquêtes journalistiques, comme je viens de le dire. Et c'est une transition pour aborder le troisième sujet, qui est relatif à la tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Le 18 janvier dernier, le gouvernement de transition burkinabé a affirmé avoir déjoué une nouvelle tentative de coup d'État, orchestrée selon lui par un groupe composé de militaires et de civils. Ce serait la 4e tentative de renversement démantelée en un peu plus d'1 an par les militaires au pouvoir. Alors, que pensez-vous de cette situation dans un contexte où quelques voix commencent à s'élever pour parler de manipulation, voire de paranoïa? Roland. La situation actuelle au Burkina Faso, moi je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la situation ne se dégrade pas plus qu'avant, mais ça ne s'améliore pas. Donc, il y a une forme de stagnation actuellement de la situation politique, en tout cas sécuritaire, qui, de mon point de vue, ne sert pas trop, ne sert pas le pouvoir parce qu'ils sont arrivés avec une promesse de rétablir la sécurité. Je dis ça tout en étant conscient, évidemment, que la tâche ne doit pas être facile pour ces autorités-là, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est une zone qui est assez complexe. C'est une crise qui est multidimensionnelle parce que il faut dire que la crise au Sahel n'est pas seulement une crise militaire, n'est pas seulement une crise sécuritaire, c'est aussi une crise qui est humanitaire, c'est aussi une crise qui est sociale, qui est sociologique, qui est politique, parce que ces groupes qui se battent au Sahel, ces groupes armés, sont le plus souvent, et je ne l'invente pas, sont le plus, il suffit de lire la presse, il suffit de lire des enquêtes, il suffit de lire de la documentation de recherche universitaire là-dessus, c'est le plus souvent des groupes ethniques qui vivent dans une espèce de territoire un peu à cheval sur les 3 pays, donc le Burkina, le Mali et le Niger, et qui, pour des raisons politiques, se sentent peut-être marginalisés, pas suffisamment impliqués, et qui décident donc d'aller dans le sens. Alors, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas des groupes mafieux qui en profitent également pour faire des trafics, donc qui défendent cette zone. Mais il est évident que le djihadisme au Sahel n'est pas simplement une question sécuritaire, c'est une crise qui est multidimensionnelle, qui est ancrée dans une partie de la population dans ces zones-là. Et donc, je suis bien conscient que la tâche n'est pas facile pour ces gouvernements. On peut ne pas être d'accord sur leur forme, on peut critiquer la forme, c'est-à-dire le fait de prendre le pouvoir par les armes, mais il n'empêche qu'il faut être conscient que ces gouvernements se battent contre un ennemi qui est assez coriace. Et donc, pour revenir à cela, en ce qui concerne la CEDEAO et les élections, alors là, pour le coup, je vais peut-être être un peu plus radical, mais peut-être un peu plus divergent sur ce qu'on peut entendre, mais je pense qu'aujourd'hui, le discours de la CEDEAO est un peu déconnecté de la réalité et même du besoin de ces populations. Parce que je pense que la priorité aujourd'hui au Sahel, et je le dis, hein, je le rappelle, en étant quelqu'un qui est fondamentalement convaincu de la légitimité et de l'importance d'arriver au pouvoir par les voies démocratiques, par des élections apaisées, transparentes et inclusives. Maintenant, quand on a fini de dire cela, est-ce qu'aujourd'hui la situation au Sahel, d'un point de vue purement objectif, favorise une élection qui remplit les conditions que je viens de donner, c'est-à-dire une élection apaisée, une élection transparente et inclusive? La réponse, de toute évidence, c'est non. Aujourd'hui, vous avez des pays qui sont pratiquement coupés en deux, qui ont perdu une grande partie de leur surface, où l'État n'a plus de présence, où l'État n'a plus le monopole de la violence légitime, comme on le dit en sciences politiques. Et donc, ces États-là sont fragilisés. Donc, je pense que le discours de la CEDEAO, ce n'est pas de dire, les amis, il faut organiser des élections. Non,
je pense que les élections, oui, mais ça ne doit pas être uniquement le leitmotiv de l'action politique de la CEDEAO dans cette zone-là. Je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO doit essayer de trouver la solution avec les autorités, parce que qu'on les aime ou pas, pardon, mais ce sont ces personnes-là qui dirigent aussi leur pays. Qu'on aime Assimi Goïta ou pas, c'est lui qui dirige le Mali. Qu'on aime le général Tchiani ou pas, c'est lui qui dirige le Mali. Qu'on aime Ibrahima Traoré ou pas, c'est lui qui dirige le Mali. Donc à un moment donné, moi je crois à une forme de réalisme politique qui fait que la CEDEAO doit dialoguer avec ces gens-là et pourquoi pas même les accompagner sur le champ sécuritaire, trouver des solutions sécuritaires avec ces gens-là pour leur dire qu'on vous accompagne sur le plan sécuritaire, mais en parallèle, il faut mettre en place les institutions qui vont vous permettre de pouvoir organiser des élections crédibles. C'est ça. Donc, quelque part, on ne peut pas leur en vouloir, au regard de la situation actuelle, de ne pas organiser des élections. Pour moi, aujourd'hui, au Sahel, les élections, quoique je suis un défenseur de la démocratie, les élections ne peuvent pas être la priorité de ces populations qui vivent avec des groupes armés, qui sont attaqués. Voilà, je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme. Il faut peut-être trouver un accord pour que les régimes en place essaient de quand même respecter l'ordre constitutionnel, mais ça ne doit pas être le seul discours. Il faut accompagner certains discours sur la sécurité également et l'intégrité territoriale. Et ça a un lien avec la question d'après qui est donc l'AES, donc l'Association des États du Sahel. Je pense que la CEDEAO aujourd'hui joue un peu sa survie parce que, alors pour autant, moi je crois qu'ils ne vont pas pouvoir créer une zone économique totalement intégrée. Pour un tas de raisons, pour des raisons géographiques, pour des raisons économiques, parce que c'est des pays qui, pour la plupart du temps, produisent de la matière première brute, de l'or, principalement du sous-sol et du pétrole, par exemple, pour le Niger. Bon, je ne vois pas dans quel sens ils vont pouvoir échanger ces matières premières brutes-là. Il n'empêche que, d'un point de vue sécuritaire, là, il y a quelque chose à faire. Et c'est là où je dis que la CEDEAO devrait peut-être s'en inspirer et essayer d'accompagner ces pays-là pour éradiquer les phénomènes de djihadisme dans cette zone-là. Donc, l'AES pourrait peut-être échouer sur le plan économique pour des raisons conjoncturelles, comme je l'ai dit, parce que ces économies-là ne peuvent pas, à l'évidence, s'intégrer comme il faut. On voit d'ailleurs comment la CEDEAO elle-même, malgré sa forme actuelle, comporte encore des imperfections d'un point de vue de l'intégration économique. Donc, mais au moins d'un point de vue sécuritaire, il y a quelque chose à faire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une zone, tout à l'heure je l'ai dit, mais il y a une zone entre le Mali, le Burkina et le Niger qu'on appelle la zone des trois frontières, qui a toujours été considérée comme une forme de no man's land et dans lequel les groupes terroristes ont beaucoup prospéré. Parce que ces États-là n'avaient pas les moyens logistique de surveiller leur territoire. Donc, il faut accompagner il me semble vraiment important d'accompagner ces pays-là, de leur donner les moyens de surveiller leur territoire, de gagner leur intégrité territoriale. Et après, on va pouvoir parler d'élections, comme je le disais tout à l'heure. Donc, pour me résumer, je pense que l'AES pourrait peut-être ne pas réussir d'un point de vue économique, peut-être même politique, parce que je ne suis pas sûr qu'à l'avenir, ces pays-là pourront toujours parler d'une même langue, d'une même et seule bouche dans des négociations internationales pour un tas de raisons. Il n'empêche que sur le plan sécuritaire, ça peut créer une bonne initiative et la CEDEAO ne devrait pas en fait regarder ça avec une distance parce que cela pourrait, si ça réussit, quelque part fragiliser cette zone économique. Dessus. Mais sinon, nous sommes au terme de notre podcast de ce jour avec les sujets relatifs à la présidentielle au Sénégal, à l'an 1 de la commémoration de l'assassinat de Martinez Dogo et à la tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Merci encore une fois à nos analystes, Baptiste Heinz et Roland Kwaku, qui nous ont gratifié de leur point de vue tout à fait pertinent sur ces différents sujets. Merci également à tous les auditeurs qui prendront le temps d'écouter ce podcast. Et puis, on se dit à très vite pour le prochain numéro. Voilà. Salut Baptiste et salut Roland. Merci Emmanuel. Merci à vous deux, c'était passionnant. Allez, à très bientôt en tout cas. À très bientôt.